Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 111e Sitrep sur la Syrie, en compagnie d'Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël, bonjour de Damas. Voilà, et bonjour à tous les internautes et tous nos amis qui suivent. Alors c'est un Sitrep un petit peu spécial puisqu'on va commencer en premier sujet par parler d'un événement qui à première vue pourrait ne pas avoir de lien direct avec les Syries, mais en fait qui en a un, tout à fait direct. C'est la commémoration des 20 ans du 11 septembre 2001, l'attentat qui a été perpétré sur le sol des États-Unis. Qui a touché les Twin Towers à New York, le Pentagone, et qui aurait peut-être pu aussi toucher la Maison Blanche, mais en tout cas qui n'a pas touché, puisqu'il y a un quatrième avion qui s'est crashé en Pennsylvanie. Voilà, c'est un attentat qui a fait 3000 morts, et surtout, c'est un événement qui a profondément changé les relations internationales, la géopolitique, et comme j'ai l'habitude de le dire souvent, depuis le 11 septembre 2001, à tous les JT, on a le droit à terrorisme islamiste, terrorisme islamiste, terrorisme islamiste, ayez peur, méfiez-vous, en filigrane ça veut dire méfiez-vous des barbus et des femmes voilées. Voilà, donc c'est quelque chose qui a quand même profondément marqué notre manière de percevoir le monde. Est-ce que tu peux commenter cet événement? Alors moi, je voudrais parler effectivement au niveau du 11 septembre, c'était, rappelons-le quand même, le début de la guerre aussi contre l'Afghanistan, un amalgame systématique, comme le dit Raphaël, entre l'islam et le terrorisme. Donc ça a été une guerre ouverte contre les pays musulmans et en fait cet amalgame entre terrorisme et islam, alors que c'est dans toute la littérature américaine maintenant des responsables comme Hillary Clinton, comme Trump, etc. Ils disent que les terroristes, ce sont eux qui les ont fabriqués, Al-Qaïda, c'est eux qui l'ont créé et qui l'ont créé pour combattre le communisme en Afghanistan. Maintenant, on voit en fait clairement, là, 20 ans après ce 11 septembre, ils se retirent de l'Afghanistan en laissant les mêmes talibans au pouvoir et en favorisant d'ailleurs même l'accès et la domination de l'ensemble de l'Afghanistan par ces talibans en leur laissant un stock d'armes extrêmement impressionnant, extrêmement important et impressionnant, des armes toutes récentes et puis du dernier cri de la recherche, je dirais, et de la création américaine d'armements. En même temps, on voit aussi que là, Biden se fait beau jeu de libérer, entre parenthèses, certaines informations ou certains dossiers du 11 septembre, puisque c'est la 20e année. Donc, il dit que ce dossier qui a été libéré implique fortement 12 Saoudiens, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train d'impliquer aussi leurs alliés saoudiens. On a vu quand même qu'ils étaient aussi leurs bras droits pour le recrutement des terroristes et pour l'envoi des terroristes, d'ailleurs, dans toute la région, pas seulement en Afghanistan, mais aussi en Irak, en Syrie et au Yémen. L'envoi et le financement. Donc, on voit, oui, c'est recrutement, financement, direction. On voit que dans la guerre en Syrie, il y a eu des salles d'opération conjointes en Jordanie, conjointes des services de renseignement américains, français, Mossad, jordaniens aussi et saoudiens. En Turquie, dans le nord de la Syrie, Adana, aussi des tables d'opération conjointes de tous ces services de renseignement. L'agression contre la Syrie est dirigée par les Américains, l'agression contre l'Irak et l'invasion de l'Irak dirigée par les Américains est menée depuis cette date-là. D'ailleurs, 2001, c'était l'Afghanistan, 2003, c'est l'Irak.
On peut aussi d'ailleurs se référer, on en parlait tout à l'heure, de cette déclaration de Wesley Clark qui disait que au Pentagone, c'est ce qu'on leur dit, il faut quand même faire capoter 7 pays dans les 5 années à venir. Oui, c'était donc tu peux citer les 7 pays. Voilà, c'est-à-dire c'était le général Wesley Clark, c'est un général américain de 5 étoiles qui a quand même été commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe. Donc c'est pas n'importe quel général 5 étoiles non plus. Hein. Dans les années 90, il a été un des plus hauts grades auxquels on puisse accéder en tant que militaire américain. Il était à la retraite au moment du 11 septembre 2001, tout juste à la retraite, et quelques semaines après, il est retourné au Pentagone pour voir ses collègues tout simplement. Et il y a un de ses collègues qui lui a fait fuiter le plan qui avait été mis en place au plus haut niveau pour répondre au 11 septembre. C'était l'invasion de 7 pays, à commencer effectivement par l'Afghanistan et l'Irak. Donc c'est des choses qui lui ont été annoncées avant l'invasion de l'Afghanistan. Et puis ça se terminait par il y avait la Somalie, je crois, dans le dos, et ça se terminait par la Libye, la Syrie et enfin l'Iran. C'était le pays numéro 5, 6 et 7. L'Irak c'était en deuxième, voilà. Je l'ai cité déjà. Et donc là sur le 6e pays, c'est-à-dire la Syrie, ils ont sans doute pas pu aller jusqu'au bout de leur plan, qui était quand même la chute de Bachar al-Assad. Et donc du coup, ils n'ont pas vraiment encore commencé la guerre frontale contre l'Iran. Et on peut espérer qu'ils n'enclenchent jamais cette guerre. Je voulais revenir, puisque tu as mentionné le Mossad parmi les services secrets impliqués dans la guerre contre la Syrie. Le Mossad a également été impliqué dans les événements du 11 septembre, en tout cas les services secrets israéliens. J'en veux pour preuve deux éléments. Le premier, alors je suis un témoin oculaire, puisque j'ai vu 2 jours après le 11 septembre une dépêche AFP sur le site lemonde.fr, donc a priori pas du tout une source qu'on a dite complotiste. Et cette dépêche AFP, je me rappelle très bien comme si c'était hier, elle disait 120 agents du Mossad arrêtés par le FBI. Ce qui n'est pas une information à prendre à la légère dans la séquence du 11 septembre avec l'assassinat du commandant Massoud 2 jours avant, et effectivement cette arrestation massive 2 jours après. Un autre élément que je voudrais éventuellement sur lequel tu rebondisses, c'est l'arrestation de 5 agents en particulier, 5 agents du Mossad, qui se sont fait voir par une habitante de New York en train de filmer et documenter donc le crash des avions dans les tours à New York, mais également les tours qui s'effondraient. Donc ils filmaient ça depuis Brooklyn. Ils étaient 5 et ils avaient une attitude suspecte, c'est ce qui a encouragé donc l'habitante de New York à appeler la police. C'est-à-dire qu'ils célébraient l'événement. Ces jeunes Israéliens, ils dansaient entre eux, ils allumaient des briquets, ils sont connus aux États-Unis sous le nom de Dancing Israelis. Et il y a eu même la télévision canadienne qui a fait un documentaire, un reportage sur eux. Ils ont été aux mains de la police américaine pendant 71 ou 72 jours, plus de 70 jours en tout cas. Et à l'issue de ces 70 jours, directement extradés en Israël. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi est-ce qu'ils se réjouissaient d'un attentat comme le 11 septembre? Voilà, ce sont des vraies questions. De toute façon, il y a toujours de grandes questions qui persistent. Et sur cet attentat du 11 septembre, enfin sur cette explosion, d'abord le fait que ça a changé effectivement le monde et la politique mondiale. Ça nous fait penser aussi à tout un tas de recherches et d'études qui ont été faites sur le type d'explosion qui a été fait et qui montrent clairement que les 2 tours ont été piégées et remplies de TNT de manière à exploser de la manière dont elles ont explosé. Donc en fait, c'est pas parce que deux avions auraient heurté les tours que le tout s'effondre comme ça, de cette manière en fait, qui explosait complètement. Vers l'intérieur en plus. D'autant que, Aïssar, pour appuyer ce que tu viens de dire, c'est 2 tours à New York qui ont reçu 2 avions, mais c'est 3 tours qui se sont effondrés jusqu'à la base. Il y a le World Trade Center numéro 1 et 2 qui avaient chacun reçu un Boeing, et il y avait le World Trade Center numéro 7 qui lui n'avait reçu aucun avion et qui s'est effondré jusqu'à la base. Et quand on lit les explications officielles, c'est assez risible. Je voudrais rectifier juste une information que tu as donnée. C'est pas avec de la TNT que les tours ont été piégés.
c'est pas de la thermite, parce que la thermite c'est un explosif usuel que à la limite tout le monde peut fabriquer chez lui. La recette on la trouve facilement sur internet. Et puis les ingrédients on les trouve un peu partout. Là c'est de la nanothermite. La nanothermite, elle repose sur un composant en particulier qui s'appelle le nano-aluminium. Et en 2001, c'était très dur de se procurer du nano-aluminium, y compris dans les pays occidentaux. Et surtout, la technologie de la nanothermite n'était pas connue dans le civil, y compris en Occident. Il a fallu attendre 2003, 2004, 2005 de mémoire pour que les premiers brevets de cette nouvelle technologie sortent dans le civil. Et effectivement, c'est des brevets qui servent à faire tomber jusqu'en bas quand on veut détruire une barre, une tour, un immeuble, parce qu'au niveau de l'architecture de la ville, voilà, c'est plus ça, ou au niveau de l'entretien, il faut la faire tomber. Et ben, on met des charges d'explosifs, classiquement, mais quand on tombe sur des immeubles avec structure en acier, les explosifs classiques ne suffisent pas, ils ne sont pas assez puissants. La structure est trop solide. Donc on utilise des charges de nanothermite. Là-dessus, donc je renvoie, je vais mettre les liens en description de la vidéo. Donc il y a l'étude de Niels Harrit, qui est un scientifique européen, qui a été publié dans une revue scientifique, donc avec relecture par un collège de pairs, qui démontre la présence de nanothermite. Et il y a également il y a un expert américain qui s'appelle Marc Basile, qui a fait une assez courte vidéo qui dure 10 minutes, qui explique vraiment de manière très didactique tout ce qu'il y a à comprendre par rapport à la nanothermite. Lui-même a fait les expériences en se procurant des échantillons de poussière du World Trade Center auprès de différentes sources, dont un musée à New York, et il a effectivement constaté la présence de dérivés d'explosion par nanothermite en quantité massive dans les poussières du World Trade Center. Et il n'explique pas cette présence massive, avec la version officielle évidemment ça ne colle pas, et il demande à tous ceux dans la vidéo, tous ceux qui ont les compétences pour faire l'expérience de se procurer des échantillons et de dire si oui ou non il y a des explosifs. Vraiment, il n'a pas de livre à vendre, je ne vois vraiment pas pourquoi il mentirait. De là, plein de questions continuent à planer. On vous demandera plutôt de continuer, d'être critique par rapport aux thèses qui ont été avancées sur cette explosion, mais que c'était quand même clairement un changement de politique mondiale au niveau de la géopolitique, au niveau des guerres qui se sont ouvertes, soi-disant contre le terrorisme, la masse de contrôle qui ont été appliqués, etc., sur tous les voyageurs, où tout le monde était soupçonné d'être terroriste, etc., et aussi la masse de privation de nos droits, aussi d'atteinte aux droits même de n'importe qui, sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Donc les vidéos qui ont fleuri dans tous les espaces publics, qui ont été même envahies dans les espaces privés, dans les parkings, etc. Vraiment la prolifération de la censure et puis de la surveillance partout, censure, sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Censure, surveillance. Sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Et justement, à chaque fois, on peut penser que c'est un tour de vis à nouveau contre les libertés individuelles et contre les libertés de voyager des gens, etc., qui favorise d'ailleurs même les arrestations arbitraires sur un simple soupçon, etc. Donc, tu as parlé de censure et de surveillance. J'ajouterais un troisième point qui fait le lien entre tout ça, c'est aussi la psychose. Justement, avec toutes les annonces dans les gares, les annonces permanentes, etc. C'était vraiment faire naître et entretenir une psychose au sein de la population. Je voulais juste mentionner... Pour moi, je voudrais faire un petit crochet pour ce que nous vivons au nom du corona aussi, cette psychose, ces manquements de liberté et ces violations, ces surveillances, cette censure aussi. Alors, est-ce que c'est la troisième guerre qui va être qui va encore changer le monde avec l'histoire du corona? Je pense que tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a un parallèle extrêmement intéressant à faire entre la guerre contre le terrorisme et la guerre contre le coronavirus. Pour clore, effectivement, donc ce que tu disais, j'y souscris à 100%, c'est-à-dire
garder l'esprit critique, que ce soit par rapport à la version officielle ou par rapport aux versions complotistes au pluriel, puisqu'il n'y en a pas une en particulier, il y en a plusieurs. Certaines sont farfelues, certaines sont sourcées, etc., etc. Donc chacun est libre de faire ses propres recherches. Je voudrais juste clore le sujet sur le 11 septembre, parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on a commencé, en conseillant également l'interview de Aaron Russo, qui est un réalisateur américain très engagé, je crois encore plus que Michael Moore, que beaucoup de gens connaissent. Michael Moore, c'est le réalisateur qui a fait le documentaire Bowling for Columbine sur un massacre qui avait eu lieu dans une école aux États-Unis. Aaron Russo, il est peut-être un peu moins connu en France que Michael Moore, mais il est, à mon sens, encore plus radical dans sa critique des États-Unis. Et il raconte dans une interview livrée à Alex Jones de Infowars, une interview assez longue qui dure plus d'1 heure, mais je vous encourage vraiment à la regarder parce qu'elle aborde plusieurs sujets, dont le 11 septembre. Et Aaron Russo explique qu'avant le 11 septembre, Nicholas Rockefeller a essayé de le recruter pour, je crois que c'était le CFR, le Council on Foreign Relationships, qui est un de ces organismes, le CFR, avec la trilatérale et avec Bilderberg et avec le Conseil de Davos, qui trustent un petit peu qui draftent les élites mondiales et qui leur distillent une certaine manière de penser, quoi, une pensée unique. Et Aaron Russo a refusé de rentrer dans ces cercles-là, mais s'est lié un peu d'amitié avec Nicholas Rockefeller, et ils ont eu des échanges. Et Nicholas Rockefeller lui a fait des aveux avant le 11 septembre, il lui dit, tu verras, il y aura un événement mondial, d'ampleur mondiale, et de cet événement, on va aller en Afghanistan, chercher des gens dans des caves, dans des grottes, on va aller, etc. Il lui a annoncé en fait le 11 septembre à l'avance. Et c'est un témoignage que je trouve intéressant. Pardon. Ouais. Voilà. Donc on peut passer sur les sujets cruciaux qui sont l'axe de notre présentation, comme toujours. D'abord, moi je voudrais dire, en fait, là maintenant, puisque pour faire le lien, après 20 ans, donc les Américains se retirent d'Afghanistan, se retirent en vitesse pratiquement, en laissant la place nette, je dirais, en laissant toute la place aux talibans qu'ils prétendaient combattre et en les laissant au pouvoir, mais aussi en trahissant leurs alliés qui étaient le pouvoir afghan. En fait, le président, le gouvernement, pour lequel ils avaient formé une armée de 300 000 soldats, disent-ils, et aussi donc en les laissant et très vite, donc on a vu les talibans reprendre le pouvoir complètement et là actuellement dominer pratiquement toutes les provinces d'Afghanistan, sauf une avec laquelle ils sont en train de négocier. Là-dessus, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que voilà la manière dont les Américains accusent un pays, l'envahissent, le détruisent, le transforment en terrain battu, et après quelques années, ils sortent et ils laissent le terrorisme, puisque ce sont eux qui sont les plus grands alliés du terrorisme. Ils laissent le terrorisme dans la région et ils sacrifient la population en fait de la région. Pour moi, cette sortie d'Afghanistan peut représenter, on en avait parlé un petit peu la dernière fois, c'est en fait laisser en Turquie. La Turquie avait transporté des terroristes en Afghanistan, de la Syrie, les Ouïghours, les Tchétchènes, l'armée du Turkménistan, là, qui sont en Syrie, elle les transportait dans des hélicoptères américains vers l'Afghanistan quelques mois avant le retrait des Américains d'Afghanistan. Ce qui veut dire, en fait, il y a une volonté effectivement de déstabiliser systématiquement cette région, de créer, d'implanter le terrorisme en Afghanistan et de faire en sorte que des factions opposées continuent à se faire la guerre, des seigneurs de la guerre qui continuent à se faire la guerre sur cette région qui est très importante dans la géographie mondiale, qui relie d'un côté le Pakistan, l'Iran, la Chine, qui est en fait au carrefour de tous ces pays et de la
et de l'Iran. Mhm. L'Iran et de la Russie. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est que ce retrait n'est pas fortuit, c'est aussi une volonté de créer une zone déstabiliser complètement une zone de problème, je dirais. Donc, sur le chemin de la route de la soie, et qui est le grand projet chinois auquel adhèrent ou voudraient adhérer tous les pays de la région et et qui touche donc l'Iran et l'ensemble des pays du Moyen-Orient, mais aussi la Russie, la Chine, etc. Je voudrais Donc souligner, ça, c'est un premier point. souligner ce que tu Ouais. viens de dire, si tu me permets, Issa Milani, qui est à mon avis très Mhm. important. Mhm. Ça rejoint ce qu'on avait dit aussi dans une autre interview à propos de l'analyse que fait Zbigniew Brzezinski, qui est un géopoliticien américain très important, et qui parlait des pays pivots. Effectivement, un pays pivot, c'est un pays qui n'a pas forcément une si grande importance géostratégique que ça, mis à part du fait qu'elle est juste à côté d'un grand pays, et que, en fait, créer le chaos dans ce petit pays, c'est nuire au grand pays. C'est ce qui s'est passé avec l'Ukraine. L'Ukraine était clairement Mhm. montrée comme un pays pivot parce que juste à côté de la Russie, et créer le chaos en Ukraine, c'est emmerder la Russie, Mhm. pour parler Mhm. vulgairement. Et de la même manière, en fait, créer le chaos en Mhm. Afghanistan, c'est nuire à l'Iran, à la Chine et à la Russie. Et il ne nous Tout échappera à pas que fait. ces trois pays font partie des pays non Mhm. alignés, et je dirais même partie de presque des 7 ou 8 États voyous qui sont dans le collimateur des États-Unis. Je mets des grosses guillemets à États voyous, hein, Mhm. parce que voilà, Oui. c'est parce qu'ils ne sont pas dociles qu'ils sont considérés comme des voyous. Et un autre point que je voulais Non, ajouter, c'était que créer un chaos en Afghanistan n'empêchait absolument pas les grosses compagnies d'exploiter les ressources minières et autres de l'Afghanistan. On le voit avec le Congo. Le Congo est complètement Absolument, j'allais déstabilisé. venir. Mhm. Il y a des factions rivales, des seigneurs de guerre, etc. Mhm. Des combattants qui viennent de pays étrangers. Mais pour autant, business is business, et l'exploitation se poursuit à la limite avec encore plus de férocité Au contraire, capitalistique. Voilà, oui. avec plus de Au férocité. contraire, ça devient un vrai pillage, Exactement. sans règles et sans loi et sans retour, sans contrepartie. Bien sûr, ça devient un vrai pillage. Effectivement, donc tu fais bien d'en parler. Alors, donc là, c'est ce changement donc, qui est important, qui a aussi changé donc, un petit peu les donnes de la région dans laquelle se trouve la Syrie et l'Iran, et se trouve cette guerre qui est imposée à la Syrie aussi depuis 2011, et pour laquelle la Syrie a toujours bon, qu'elle a mis en échec et qu'elle a triomphé parce qu'elle elle a gardé son unité, et puis bon, mais n'empêche, il y a encore des territoires à libérer, qu'il y a un pillage des ressources syriennes de la part des Américains et leurs agents de Qassad qui occupe le nord-est de la Syrie, qu'il y avait un foyer qui était aussi, malgré la libération, entre guillemets, qui a été, malgré les accords qui ont été conclus en 2018 pour la libération de Dera, il y avait encore des terroristes à Dera, et que aussi, il y a encore l'occupant turc, aussi bien dans le nord de la Syrie qu'à Idlib, et non seulement une occupation, mais aussi un pillage systématique des ressources syriennes et des richesses agricoles et fruitières, etc., syriennes, mais aussi un pillage du pétrole et du gaz syrien à l'est de la Syrie. Donc, on peut dire, dernièrement, donc, la libération de Dera et la libération de Dera qui était difficile parce que négociation avec les terroristes, parce que le retour qu'ils rendent les armes, il y a certains qui sont sortis, quand même un certain nombre qui ont quitté Dera pour aller vers la Turquie, pour ce qui montre quand même ou la partie occupée par la Turquie, ce qui montre à quel point ils étaient
liées. L'intervention, on sait qu'au sud de la Syrie, c'est aussi la présence israélienne qui ne dit pas son nom, mais elle est là pour traiter avec les terroristes et les aider et les soutenir. Donc, en fait, on peut dire aujourd'hui la grande nouvelle que nous avons, c'est effectivement la vraie libération de la ville de Dera et de tout le gouvernorat qui se prolonge, le retour donc de l'administration et du contrôle syrien, de l'armée syrienne et de l'administration syrienne à la ville de Dera. Et ça, c'est une victoire très importante en même temps. Et ça continue, ça consolide effectivement cette victoire de la Syrie. Et tu m'avais précisé en préparant cet entretien que donc il y avait parmi les terroristes, il y en a effectivement qui sont partis du côté d'Idlib et vers la Turquie, mais il y en a également qui ont choisi de rester et de déposer les armes. Tout à fait, et qui se sont mis sous la direction de l'État syrien et qui redeviennent des citoyens normaux, etc., et qui régularisent leur situation. Il y en a beaucoup. En fait, il y a une petite minorité qui est partie vers le nord, en fait, donc vers la Turquie, mais une grande partie qui régularise sa situation. Et puis, les habitants sont plutôt contents, relaxés, parce que depuis 2018, cet accord on peut dire, de non-agression ou de calme ou d'abaissement de tension, en fait, qui a été dirigé par nos amis russes. Là, c'était pas du tout un calme, mais c'était une période où il y avait beaucoup de kidnappings, des agressions, etc., et des problèmes faits par les terroristes. Bon, là, c'est vraiment un retour au calme parce qu'il n'y a plus d'armes illégales, je dirais, dans le pays. Et ça, c'est vraiment dans le gouvernorat de Dera. Et ça, c'est très, très important pour la population et pour le retour de l'autorité syrienne à Dera. Donc, en fait, là, je dirais, c'est pas seulement la défaite des terroristes, mais c'est aussi une défaite des Israéliens qui comptaient sur les terroristes, hein, et qui continuent à les travailler, à les sortir, à les soutenir, etc. Mais là, ça a été une route, on a coupé court à cette relation entre les deux. Mmh. Deuxièmement, donc il y a eu, alors ça c'est une grande victoire. Deuxième grande victoire, je peux dire, c'est en fait après le discours de Hassan Nasrallah, Samahat al-Sheikh Nasrallah au Liban, parce que les Américains faisaient accentuer la pression contre le Liban. Et pas seulement, en fait, ils ont complètement étranglé le Liban pour essayer de faire en sorte que la population se rebelle contre la résistance. L'objectif, c'est contre la résistance. Et là, ils avaient dépensé énormément d'argent pour faire ça. Mais dans son discours, Hassan Nasrallah, la dernière fois, où il a dit, de toute façon, nous n'aurons pas faim et nous n'aurons pas froid, on va demander, les bateaux d'aide iraniens sont déjà en mer vers le Liban. Ils se dirigent pour nous donner de l'aide et puis nous offrir ce qui nous manque, etc. Après tout le problème, en fait, et puis vraiment l'étranglement total de la population. Et là-dessus, aussitôt, donc, l'ambassadrice américaine au Liban, elle dit, donc, tout de suite, on autorise pour couper court et pour que ce soit pas l'Iran seulement qui soit l'allié du Liban. Donc, elle dit, on autorise le passage, en fait, l'importation du gaz
et du gaz égyptien et de l'électricité de Jordanie euh, via la Syrie au Liban. Donc ça, c'était un point important où effectivement il y avait une sorte de petite levée de l'embargo contre la Syrie, contre le Liban. Il y a eu une réunion donc des 4 ministres d'énergie de l'Égypte, de la Syrie, du Liban et de la Jordanie, bien sûr, pour examiner la question. Donc les voies de passage les voies de passage du gaz existent, mais elles étaient inopérantes depuis 2008. Elles étaient bloquées. Les voies électriques existent, sauf que beaucoup de poteaux et de panneaux qui ont été, enfin des tours électriques ont été détruites par les terroristes, donc il faudra les remplacer. Et puis les remplacer, ça, il faut voir comment les remplacer puisque la Syrie est sous embargo aussi. Donc il va y avoir une nécessité de travailler rapidement à ça pour répondre aux besoins du Liban et par le biais, je pense que pour la Syrie, il y aura aussi un peu plus d'air, je dirais, par ce fait. Alors, ça, c'est une deuxième victoire de la Syrie et du Liban. Et puis, donc, on a parlé d'ERA, on a parlé de la victoire, on a parlé aussi, il faut parler aussi de la réunion qui a eu lieu en Irak, en fait, aussi de l'ensemble des pays voisins de l'Irak, hein, et pour laquelle c'est vrai que la Syrie n'était pas invitée, mais le responsable de Hachd al-Sha'bi était venu porter un message de Kazemi au président Assad avant, et tout de suite après, il y a eu la visite du ministre des Affaires étrangères iranien qui est venu à Damas pour assurer aussi la Syrie, que de toute façon la Syrie était très présente dans cette réunion, malgré son absence, et que de toute façon le soutien des Iraniens est permanent pour la Syrie, est stratégique, mais aussi les Irakiens ont décidé et continuent à dire que de toute façon les Américains doivent quitter à l'horizon de cette année, de la fin de cette année, ils doivent quitter l'Irak. Et donc ça a été affirmé et reconfirmé. Et donc, mais aussi que l'ensemble des pays de cette région, ils sont en train d'œuvrer pour une coopération et une complémentarité économique qui leur permet d'améliorer les conditions de vie de la population. Donc ça, c'est aussi un point important. Je peux dire donc cette visite hier matin, le président Assad rencontre Poutine à Moscou avec une délégation, en fait, le ministre des Affaires étrangères et le ministre a assisté à la réunion, le ministre de la Défense ou des armées russes. Donc, dans cette réunion qui était très amicale et très cordiale, le président Assad remercie Poutine pour l'aide de la Russie, qui montre clairement que de toute façon, c'est avec l'aide de la Russie, avec nos efforts, nous avons réussi à faire la défaite des terrorismes, étant donné le terrorisme, n'est pas seulement la menace de la Syrie, il menace tous les pays environnants puisqu'il ne connaît pas de frontières, et que ça d'une part, que d'autre part, elle l'a remercié aussi pour l'aide de la Russie sur le plan humain et sur le plan sanitaire. Là, je voudrais dire, la Russie nous a envoyé aussi des vaccins Sputnik V et qui sont en nombre important. Plus les aides humanitaires, plus l'aide politique qui est très importante au niveau des instances internationales et au niveau de l'ensemble des vétos qui ont été faits, etc.
Et suite à ça, en fait, la réponse de Poutine, ça a été, pas la réponse, en fait, Poutine a félicité le président Assad à la fois pour son anniversaire, mais aussi ce qui montre qu'il y a des rapports individuels importants, en fait, amicaux, je dirais, mais aussi de l'autre côté, la félicité pour avoir été élu avec ce score très important qui montre que le peuple syrien compte beaucoup sur lui pour le sortir de cette guerre immonde et pour lui permettre de revenir à la vie normale. Et que ça, c'était une preuve de très grande confiance aussi que le peuple syrien a donné à la politique du président Assad et à la personne du président Assad. Donc, après, en fait, il y a eu des généralités qui ont été exposées, en fait, au niveau de la presse, hein, du style nous continuerons la coopération, etc. Quelque chose d'important a été dit, que le problème aujourd'hui de la Syrie, c'est le fait qu'il y ait des pays étrangers qui occupent des parties de la Syrie, alors que 90% du pays a été libéré. Donc 10%, ces 10%, il faudra effectivement pousser les forces étrangères à quitter tous les pays étrangers qui sont là, les occupants. Il a parlé de la première fois d'occupants étrangers qui sont là, qui doivent quitter effectivement la Syrie. Donc il entend bien sûr les Américains, les Turcs, les outils Qassad, etc., qui sont là, et puis l'occupant israélien, bien entendu. Donc, il est important de libérer là cette partie occupée de la Syrie qui contient les richesses syriennes qui sont pillées systématiquement. Il faudra que le peuple syrien puisse profiter de sa richesse, de ses ressources, et de son pétrole et de son gaz, et ce qui changera complètement la donne. On entend par ça qu'il va faire peut-être pression sur la Turquie pour partir. Alors là-dessus, petite parenthèse, mais c'est un événement et c'est une information. Hier, il y a eu des bombardements effectués par la Turquie sur les positions de Qassad. Donc, c'est les positions de FDS, hein, les quartiers généraux de FDS en Syrie ont été bombardés par la Turquie. Ce qui est une nouveauté. Quelque chose d'important, et c'est une nouveauté. Oui, mais en fait, c'est vrai, c'est quelque chose d'important. On peut dire qu'il y a aussi des nouveautés qui se font. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Comment tu analyses ça, excuse-moi Essar, ces bombardements turcs sur les positions FDS? Est-ce que ça montre un fissurement de cette coalition hétéroclite de pays qui étaient en train de mettre à mal la Syrie? Oui, la Turquie a toujours déclaré qu'elle est contre FDS et qu'elle est absolument opposée à un plan de la création en Syrie d'un État ou d'un État, d'un semi-État ou je sais pas quoi, kurde. Donc, rappelons-le. Et donc là, FDS, au contraire, les Américains les Américains et les Français d'ailleurs, travaillent beaucoup FDS pour qu'il y ait une séparation et la création un pouvoir local ou je sais pas quoi, kurde. Une région semi-autonome. Voilà, et puis même une scission. Et en fait, la Turquie a été opposée à ça toujours, et c'est la raison pour laquelle elle réclamait une zone sécurisée de je ne sais pas combien de kilomètres en fait à chaque fois, et des kilomètres à l'intérieur de la Syrie. Donc, en fait, là, elle a carrément bombardé, alors que effectivement, ils se partagent les rôles pour mener des exactions contre la population syrienne de Hasakeh. Pour les coupures d'eau, par exemple, ils coupent l'eau. Je rappelle quand même qu'à Hasakeh, ça fait 2 mois que l'eau est coupée, l'eau potable est coupée par les Turcs et par Qassad, en fait. La Turquie les coupe de Ras Al Ain, et à Qassad, elle détruit les structures de distribution d'eau.
Donc, en fait, il y a peut-être, et on l'espère, il y a un changement dans l'attitude turque qui pourra peut-être comprendre enfin que c'est dans leur intérêt et c'est dans leur sécurité qu'ils appellent la sécurité nationale, c'est que ce soit l'armée arabe syrienne qui contrôle la totalité du territoire syrien et surtout des bordures et des frontières turques syriennes, en fait, plutôt que des factions terroristes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit Assad, que ce soit les terroristes de Nosra ou de Jabhat al-Tahrir ou les autres, les uns et les autres. Et tout ça, ça milite plutôt dans le sens de la sécurité nationale de la Turquie. Il faudra que Erdogan comprenne ça. Oui. Et Alors, en fait, pour l'instant, il est un peu aveuglé par ses plans expansionnistes partout. et son illusion de puissance. Et je Oui, voudrais voilà. préciser d'ailleurs que pas plus que la présence turque en Syrie n'est légale au regard du droit international, hein, cette présence est illégale. Et Non, ben, non, et ben, absolument. ces tirs sur les FDS, même si on peut d'une manière ou d'une autre s'en réjouir, enfin, en se disant que c'est peut-être le début de la fin de Absolument. Il faut mais que tout le monde quitte. ces tirs-là sont illégaux aussi. La Tout Turquie à fait. Non, mais n'a pas le droit de d'intervenir militairement en Syrie, de toute façon, que ce soit pour taper sur absolument, les uns ou sur les autres. absolument, absolument, Et ça me fait absolument. penser Et à en une chose qu'on fait, a oublié de préciser par rapport à l'Afghanistan, ouais. c'est que les forces américaines étaient présentes en Afghanistan en dehors de tout mandat de l'ONU. En tout cas, sur les premières années, ça c'est sûr. Je sais Mais pas s'ils ont, tous, oui, je sais pas s'ils ont fini par avoir un mandat onusien ou pas, parce que j'avoue que je l'ai pas étudié de manière très non, précise à partir d'une certaine année. non, 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 c'est une occupation réelle, en fait, Complètement c'est illégal. une occupation. Il n'y En avait que Syrie, la c'est une coalition, occupation pour être illégale précis, aussi. en Afghanistan, il y avait Mm. quand même une coalition internationale en Afghanistan qui avait, elle, un mandat onusien, dont on pourrait discuter de la légitimité d'ailleurs, ce mandat onusien, mais Mm. les forces américaines, elles, ne faisaient pas partie de cette coalition, et elles Mm. étaient à part de cette coalition internationale, et en dehors de toute, du droit international, quoi. Mm. Et en Syrie, alors, les forces qui occupent la Syrie, il y a bien les États-Unis et tous les pays de la coalition dirigés par les États-Unis, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., et la Turquie. Et bien sûr aussi Israël qui occupe le Golan syrien. Donc, trois forces d'occupation qui occupent, enfin, trois blocs, disons, d'occupation qui occupent la Syrie, une partie de la Syrie, chacune une partie différente de la Syrie. Et on pourra rajouter à Voilà. cela Et donc les... là, il est important que on a encore beaucoup de travail pour la libération de tous nos territoires et la réappropriation de nos richesses, hein, et de notre terre, de nos terres et de notre pays, et surtout la recréation de l'unité nationale, aussi bien sur le plan social, sur le plan aussi des richesses et sur le plan économique, sur le plan de l'intégration économique, surtout beaucoup de travail aussi de reconstruction et de réhabilitation de tout ce qui a été détruit. Je voudrais quand même rappeler aussi que la Turquie continue à détruire et à piller, comme toutes ces forces occupantes qui pillent aussi les richesses historiques de la Syrie et qui les détruisent, etc. Le temple de Bel a été détruit, les deux temples ont été détruits, de Bel et de Baal, et à Palmyre, il y a eu beaucoup de destruction, beaucoup de pillage de produits, enfin d'archéologie. Et là aussi, il faudra qu'on arrive pas seulement à les... Il faudra que les destructeurs payent et il faudra qu'ils payent aussi la reconstruction. Voilà. Et la et reconstitution. que les voleurs rendent les œuvres qu'ils ont pillées pour lorsque Voilà, c'est possible. exactement. Je voudrais ajouter quand même quelque chose qui est très important, le constat en fait qu'on peut avoir à travers ces 11 années ou 10 années de guerre contre la Syrie, à travers ces 6 années de collaboration étroite entre la Russie et la Syrie,
Ces convois, et puis donc un grand renforcement du front de la résistance. Et de ce fait, effectivement, on voit de ce fait où c'est une des conséquences, c'est le réveil en force et des forces palestiniennes de résistance. Je voudrais souligner la grande victoire qui a eu lieu au mois de mai 2021, là, cette année, de Saïf al-Quds, en fait, de l'opération Saïf al-Quds, où la population s'était opposée à l'agression israélienne contre la population de Sheikh Jarrah, qui est un des quartiers de Jérusalem. Toutes les agressions contre la population de Jérusalem, qui continuent d'ailleurs, mais la résistance aussi se renforce et continue. Gaza qui a soutenu cette force et puis qui a uni la totalité du peuple palestinien. Aujourd'hui, un grand exploit de 6 détenus palestiniens qui se sont donné la liberté en fait à travers un tunnel qu'ils ont passé des mois à creuser avec une cuillère, dans la prison de Jalbour, qui est la prison la plus sécurisée d'Israël. En fait, ils ont porté un grand coup, je dirais, à cette à cette invincibilité d'Israël et de ses forces de renseignement, etc. Ça a été un grand coup à travers la figure qui leur a été donnée. Je voudrais saluer complètement et de tout mon cœur, comme tout le peuple syrien, saluer tout le peuple palestinien, mais aussi ces grands héros qui ont réussi à échapper effectivement à cette prison horrible de haute sécurité de Jalbour, qui sont partis donc ils sont partis dans la nature. Malheureusement, 4 d'entre eux ont été arrêtés à nouveau par les Israéliens, qui mènent contre eux une véritable répression revancharde, horrible, qui les tabasse, etc. Et au vu du monde entier, qui ne pipe pas mot par rapport aux droits des prisonniers, par rapport au droit international, par rapport à toutes les même aux droits humains, en fait, hein, tout simplement. Mais le peuple palestinien, dans sa totalité et dans tous les territoires, aujourd'hui, il se lève pour les soutenir et pour exiger qu'ils ne soient pas touchés. Le responsable du djihad islamique a menacé Israël que de toute façon, s'ils sont en danger, l'État israélien sera rendu responsable et donc ils auront la riposte qu'ils mériteraient. Gaza, pareil, etc. En fait, donc il y a on a l'impression qu'il y a une nouvelle intifada qui est lancée dans l'État par les Palestiniens, effectivement, par toutes les organisations palestiniennes et par toute la population palestinienne, quelle que soit la période de l'occupation, le lieu d'habitation, etc., puisque les habitants de 48, en fait, des territoires qui ont été occupés en 48, continuent aussi à se battre aux côtés de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose de très important et qui aussi donne de l'espoir et qui fait penser à un avenir proche, effectivement, qui est la fin d'Israël, qui n'a jamais été aussi proche que maintenant. Ajouter, et je voudrais dire 2 mots et j'arrête là, à des grandes victoires des Yéménites aussi,
face aux Saoudiens qui continuent à bombarder le Yémen, mais les Yéménites aussi continuent à riposter sur des points importants, importants économiquement pour l'Arabie saoudite, tant qu'ils n'arrêtent pas leur agression. Donc, ce renforcement des fronts et des axes de la résistance font que nous sommes pleins d'espoir et puis de la libération de l'ensemble des peuples de la région. Ok. Eh bien, Yasser Milani, ce Citrep touche à sa fin. Je te remercie beaucoup pour tes analyses et tes informations que tu nous as livrées. Et je te dis à dans 2 semaines. Merci beaucoup et à dans 2 semaines. Et merci à tous les internautes qui nous suivent. Abonnez-vous, je continue à vous le dire, parce que c'est important. On n'arrive pas à distribuer à beaucoup de personnes, en fait. On est bloqué par la censure Facebook, etc. Merci beaucoup. À bientôt.